il y a quelques semaines de ça, Stéphanie m'a contacté en me demandant d'organiser un webinaire justement sur la communication en temps de crise et d'axer ça sur les relations presse, sachant que les relations presse sont un outil qui peut être très efficace et surtout particulièrement pas très coûteux pour les entreprises par rapport à des grandes campagnes de publicité dont on sait que les budgets sont souvent assez importants ou l'événementiel qui est complètement à l'arrêt aujourd'hui, mais pour lesquels un événement peut être un coût important pour les sociétés. On a fait un webinaire lundi qui parlait spécifiquement des relations presse. J'avais signalé à Stéphanie à l'époque qu'aujourd'hui, les relations presse 2.0 qu'on connaît aujourd'hui sont très différentes de celles que moi j'ai connues quand j'ai commencé il y a 25 ans mon métier. Et qu'aujourd'hui, avec l'explosion du digital et du web, est apparue dans notre métier une autre cible pour les attachés de presse et pour les agences de communication qui sont les influenceurs, les blogueurs, les influenceurs, les personnalités qui aujourd'hui deviennent des ambassadeurs de marques, etc., qui font partie aujourd'hui des gens qu'on essaye de sensibiliser. Et c'est devenu un vrai métier aussi en soi. Et donc, j'avais proposé à Stéphanie de faire ce webinaire parce que je pensais qu'il y avait un intérêt, parce qu'on était un petit peu dans le même ordre d'idées en termes de communication en période de crise et de coûts limités. Ça peut ne pas coûter très cher aujourd'hui de faire du marketing d'influence et ça peut être une bonne opportunité si vous avez en tout cas cette possibilité de le faire. Et comme c'est un métier très spécifique aujourd'hui, il y a des gens qui sont spécialisés dans ce type de travail. Nous, à l'agence, on travaille notamment avec Aurore et on lui sous-traite le marketing d'influence pour toute une série de nos clients. Et c'est pour ça qu'Aurore est là aujourd'hui, c'est pour expliquer un petit peu justement ce que c'est que l'influence et comment on gère des campagnes efficaces de marketing d'influence. Donc, Aurore, c'est à toi. C'est à moi. Alors, je vais commencer déjà par partager mon écran. J'ai préparé une petite présentation. C'est plus histoire d'avoir un fil rouge et un support pendant la présentation. Voilà, et normalement, vous devriez tous voir mon écran maintenant. Alors du coup, pour commencer, j'aimerais bien quand même en connaître d'abord un petit peu plus sur vous. Je sais bien que c'est toujours difficile un peu dans un webinaire de créer un petit peu d'interaction, mais voilà, j'aimerais savoir en quelques lignes ce qui vous intéresse dans le marketing d'influence, ce que vous faites dans votre entreprise qui pourrait être pertinent pour les influenceurs et ce que vous attendez un petit peu d'une collaboration. Donc du coup, si jamais il y a un ou une volontaire qui veut bien se lancer, si pas, je désignerai quelqu'un. Mais voilà, donc n'hésitez pas à mettre votre micro quelques petites secondes en actif et à me présenter en quelques lignes votre entreprise. Je veux bien me lancer si... Voilà, parfait. Si je suis premier. Super. Voilà, mais donc pour reprendre les bases, je m'appelle Michael Sfrolocchio et je travaille donc pour la société G4S qui est dans le domaine de la sécurité, donc au sens large du terme. Dans mon boulot actuel, je n'ai pas encore réellement travaillé avec des influenceurs. On peut avoir parfois certains contacts avec plutôt des consultants qui nous met en relation avec certains leads chez des clients ou voilà, chez certaines demandes, mais pas réellement un influenceur en tant que tel. Je trouve que ça pourrait être intéressant, oui, pour avoir plus de contacts, je trouve, dans le milieu. Et par influenceur, moi, j'entends aussi le fait d'influencer certaines demandes pour qu'on puisse être mieux positionné, si je peux m'exprimer comme ça. Et voilà, c'était un peu mon idée là-dessus. Mais très clairement, quand moi j'entends influenceur, voilà, ça va faire cliché, mais je pense tout de suite à les candidats de télé-réalité qui proposent des produits miracles pour pas cher avec des codes promo, etc. Enfin, voilà, moi, c'est le terme qui me vient directement en tête quand je pense à ça. Maintenant, je sais très bien que je dois me planter également là-dessus, mais c'est l'image que j'ai, pour être tout à fait honnête, quand j'entends ce mot-là, quoi.
Pas de souci, bah, du coup, on va déconstruire ça ensemble. Parce que je me doute bien que c'est l'image qu'on a en premier, c'est le premier réflexe, donc c'est tout à fait normal. Et justement, bah, on va essayer de déconstruire ça un petit peu et de voir bah, comment est-ce qu'un ou une influenceuse peut être utile pour votre business. Ouais. Super, merci. Du coup, on continue. Moi, je veux bien enchaîner. Voilà, super. Nathalie? Je suis la collègue de Michael. Ah ben voilà. Donc voilà, je travaille chez 4S. Donc je passe aux questions suivantes. Avez-vous déjà travaillé avec des influenceurs? Non. On m'a proposé des choses pour moi pouvoir le faire, mais tout à fait indépendant de mon activité principale, professionnelle principale. Maintenant, par rapport à mon activité principale, oui, moi je trouverais ça intéressant justement d'avoir des pistes puisqu'on se fait toujours l'image, comme dit mon collègue. Voilà, des réseaux sociaux, Instagram beaucoup, où on vous vend des produits qui ont été testés et blablabla et blablabla. Il y a du bon, il y a du moins bon, il y a du très mauvais. Voilà, moi j'aime bien avancer dans ce qui est meilleur. Même très bon, ce serait mieux. Et donc voilà, oui, je trouve ça très intéressant comme webinaire et voir un peu par rapport à notre activité à nous deux et les activités de chacun du webinaire, bien sûr, ce qu'on pourrait mettre en place, ce qui est possible de mettre en place. Voilà. Super, merci. On enchaîne, Maïra? Oui, alors moi c'est Maïra Beidoun. J'ai créé une société, enfin une conciergerie haut de gamme qui s'appelle Your Luxury Concierge Service. Donc ce sont des services personnalisés aux particuliers, aux entreprises, aux expats et une partie aux ASBL, orientés green, orientés éco-responsables, aussi bien avec les services qu'avec les fournisseurs, que par les fournisseurs avec lesquels je fais des accords. Donc non, je n'ai pas travaillé avec des influenceurs, mais c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et j'ai regardé un petit peu parce que je m'intéresse à ce sujet pour pouvoir avoir des influenceurs qui puissent parler de ma conciergerie. Moi, je l'imagine plus comme eux, comme ces influenceurs qui racontent leurs histoires, l'histoire de leur vie, leurs histoires. Pas tellement comme les téléréalités qu'ont dit les personnes avant, mais plus vraiment comme une histoire qui fait rêver, parce que ça va aussi avec le type de service que je propose. Et je suis très intéressée par voir comment on attire un influenceur, qu'est-ce qu'on peut lui proposer, quel coût ça a, etc. Et pour la dernière question qu'avez-vous à proposer, j'aurais sûrement plein de choses à proposer puisque mes services sont très variés. Ok, merci beaucoup. Merci. Mathilde? Oui, bonjour. Donc, moi, je travaille dans une société de packaging qui s'appelle MyProd. Et en fait, avec le Covid, on a décidé d'utiliser nos usines avec lesquelles on travaille depuis des années pour développer des masques en tissu. Et du coup, on a lancé notre propre marque de masques en tissu l'année dernière pendant le premier confinement. Et pour développer cette marque, on a réfléchi à plusieurs solutions, dont le fait de faire appel à des influenceurs. Et donc, on a été en contact avec quelques-unes et c'est vrai que ça a plutôt bien fonctionné. Et voilà, du coup, là, aujourd'hui, je suis juste là un peu par curiosité pour voir ce qu'on peut vraiment faire avec ces personnes, si ça peut encore nous apporter quelque chose. Même si je suis consciente que voilà, les masques, on va, je l'espère, ne plus en porter d'ici quelques années. Donc voilà, mais entre-temps, on aimerait continuer à se développer, se faire connaître. Et on sait que pour nous, c'est une piste. Donc voilà, je suis là par curiosité pour voir si ça peut nous apporter quelque chose encore. Jennifer? Oui, bonjour. Bonjour. Donc moi, je travaille pour Heads and Hunters. On est un bureau de recrutement et de conseil en RH. On a démarré l'année dernière et on s'intéresse évidemment beaucoup à tout ce qui est marketing et communication, parce qu'on a une communication assez forte. Et voilà, dans le développement de notre plan, je voudrais bien faire appel à des influenceurs. Et donc, je voulais voir un petit peu ce que je pouvais apprendre aujourd'hui avec vous. Nickel, merci beaucoup. Et alors, Benoît, je ne sais pas si Benoît est avec nous ou pas.
Non, pas sûr. Bon, bah, c'est pas grave. On va commencer alors comme ça. Mais ça me donne déjà un peu une idée du type. Vous êtes là? Je suis là, mais je viens juste d'arriver, donc j'étais un peu en retard. Je vais essayer de mettre ma vidéo, si j'y arrive. Je n'arrive pas à la mettre, c'est pas grave, c'est rien. Donc en fait, on est une société. Non, tant pis. On est une société en fait assez récente, donc spécialisée pour tout ce qui est développement, production et commercialisation de compléments alimentaires. Donc les deux fondateurs, on a plus ou moins 35 années d'expérience dans le développement et la commercialisation de produits de santé, mais on vient de se lancer maintenant, donc il y a à peu près 2 ans, dans la création justement de la société Belle à Vie. On en entend très peu parler pour l'instant en Belgique parce qu'on n'est pas encore présent. En tout cas, on vient seulement de signer un contrat de distribution, mais on est surtout présent maintenant à l'export et à la grande exportation. Alors, la particularité qu'on a, c'est plutôt dans les produits qu'on fait, mais également, on a un site internet. Donc, l'objectif, c'est de vendre bien sûr en B2B, mais surtout maintenant ici, pour la notoriété en B2C. Donc, on a un commerce en ligne sur le site Belle à Vie. Et effectivement, on essaie de voir dans quelle mesure on pourrait faire appel effectivement à des influenceurs. Il faut savoir que les compléments alimentaires, c'est un très, 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 très gros marché, mais c'est aussi un marché très compétitif. Et donc, il faut pouvoir aussi se différencier pour le consommateur par rapport à d'autres concurrents. Je vais quand même essayer de vous montrer mes vidéos. Voilà, je sais pas, voilà. Facile. Et vous verrez les produits qu'on a. Je ne sais pas si tout le monde les voit. Voilà. Voilà. Donc, ce sont des probiotiques. Donc, on a une gamme de 6 produits, des probiotiques. On est très, très, je dirais, très différencié par rapport à la concurrence en fonction de la formule qu'on propose. Donc, on a 6 formulations. Et notre but, c'est surtout pour les consommateurs européens de se faire connaître, surtout au niveau de la notoriété, et en particulier, je dirais, utiliser effectivement des influenceurs pour se positionner différemment par rapport aux concurrents. Donc voilà, donc on a un gros challenge à ce niveau-là. Donc ça nous intéresse très fortement, effectivement, de pouvoir entendre des bonnes idées et voir comment on pourrait encore renforcer non seulement la notoriété, mais aussi l'achat par des consommateurs directs sur notre plateforme e-commerce. Super. Et alors, Florence, peut-être, pour terminer? Oui, pardon. Du coup, moi, je m'appelle Florence. Je fais partie d'une société qui s'appelle Alive Social. Et c'est une société qui fait des live streaming sur les réseaux sociaux, entre autres, et des privés aussi. Et du coup, on travaille déjà dans la communication digitale. Donc, pourquoi pas collaborer avec d'autres acteurs du digital, comme par exemple des influenceurs, soit pour développer notre business, ou pour même présenter des lives ou participer aux lives en tout cas. Donc voilà. Okay. Super. Merci beaucoup. De rien, merci. Et moi, je veux bien me présenter aussi. Oui, pardon Anne. Je suis en train de faire ma liste. Donc bonjour, moi c'est Anne Drouot. Je travaille chez Legal PME, qui est une entreprise de conseil et d'accompagnement juridique. Et donc nous, on se diversifie depuis maintenant 2 ans dans le legal design. Donc c'est présenter des documents juridiques sous une forme plus visuelle, plus créative. Et le but, c'est de faire comprendre un document juridique qui peut être très complexe en un coup d'œil. Et donc, on aimerait voir un peu ce que peut nous apporter des influenceurs et nous aider en fait à faire connaître notre legal design et notre différence par rapport à d'autres entreprises juridiques. Ok, super. Est-ce que tout le monde a eu l'occasion de se présenter? En tout cas, bon, ceux qui sont... Ok, ça va, on va commencer alors. Super. Alors, un petit peu le programme. Donc, voilà, les influenceurs, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on a abordé plusieurs sujets. Est-ce que c'est que des stars de télé-réalité? Est-ce que c'est des gens qui ont 2000 followers? Qu'est-ce que c'est un petit peu? Donc, passer ça un petit peu en revue. Mais aussi les différents types de créateurs de contenu. Donc, en général, c'est un terme qu'on va utiliser de plus en plus au lieu d'influenceur. Parce que justement, influenceur a cette connotation un petit peu négative, un petit peu superficielle, alors que ce n'est pas forcément la réalité pour tous. Et alors, après, passer à la partie un peu
peu plus pratique. Donc, comment est-ce qu'on démarre une collaboration? Voilà, comment est-ce qu'on sélectionne les bonnes personnes? Quelles sont les différentes possibilités de partenariat, les différents dispositifs que l'on peut mettre en place au niveau des contrats, de la réglementation, des détails pratiques, et pourquoi est-ce qu'on pourrait faire appel à une agence aussi pour se faciliter le travail si on veut se lancer avec les influenceurs. Et alors, quelques douzaines d'onces, parce qu'évidemment, voilà, il y en a toujours, il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire. J'ai rajouté aussi quelques cas, simplement pour vous donner des exemples concrets de la façon dont on peut travailler avec les influenceurs, parce que ça peut être de façon tout à fait différente. Et alors, j'ai prévu un moment question-réponse à la fin, avant qu'on passe à l'intervention plus tard. Mais donc, du coup, si vous avez des questions entre-temps, soit vous les posez par chat, et alors c'est Sonia qui posera les questions au moment opportun, soit vous les gardez pour la fin, vous les notez dans un coin et on pourra en discuter après. Le but de la partie questions-réponses, c'est que ce soit vraiment une discussion entre nous, que vous puissiez poser des questions supplémentaires, etc. Si j'utilise des termes qui ne sont pas clairs pour tout le monde dans la présentation, j'essaye de les expliquer de moi-même. Si j'en loupe un, voilà, n'hésitez pas à poser la question dans le chat et j'y reviendrai par la suite. Alors, les influenceurs, qu'est-ce que c'est? J'avais préparé quelques petites premières questions. Voilà, vous ne vous sentez pas obligé de tous répondre, mais on dit, voilà, influenceur, télé-réalité, combien de gens est-ce qui touchent ces gens-là? Parce qu'effectivement, on peut se dire, bon, ce n'est pas forcément les plus qualitatifs, certes, mais on a par exemple Gaël Garcia Diaz qui a été très actif dans le monde du poker, dans le monde de la télévision et qui maintenant est plus dans le monde de la beauté. Est-ce que quelqu'un a une idée du nombre de followers qu'elle pourrait avoir? Anne? On choisit une des trois. Il va falloir choisir. La deuxième. Eh bien non. Elle a 1 300 000 followers, donc, enfin 300 000. Donc voilà, Gaëlle, ça a beau être une Belge, elle a énormément de followers, pas qu'en Belgique évidemment, je reviendrai sur ce point-là après. Mais donc voilà, elle touche quand même des audiences qui sont assez incroyables. Ensuite, une question un petit peu plus pointue, parce qu'on a parlé des différentes plateformes, on connaît Instagram, etc. Est-ce que vous savez à quoi sert la plateforme Twitch? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Mickaël? Le deuxième? Non. C'est un service donc, de streaming vidéo en direct qui est détenu par Amazon. Alors effectivement, c'est une question un peu piège parce que Twitch est relativement utilisé par les gamers. Donc c'est une plateforme en général qui est utilisée par les gens qui jouent en ligne et qui en fait se filment pendant qu'ils jouent. Et vous me direz, mais pourquoi est-ce que j'ai envie de regarder quelqu'un qui est en train de jouer à un autre jeu? Ah ben, c'est pareil que regarder du tennis à la télévision. Il y a certains gens qui trouvent ça super intéressant. Twitch, c'est des millions et des millions d'utilisateurs et des millions de vues en même temps. Et alors, c'est des plateformes qui peuvent générer quand même beaucoup de vues, mais qui sont évidemment aussi réservées à un certain public. Voilà, on est surtout sur des gamers, mais une marque comme Kia ou comme Red Bull, par exemple, fait souvent des partenariats lors de compétitions de jeux en ligne, par exemple, et ils arrivent à toucher comme ça des millions de personnes avec simplement un petit bannering quelque part. Donc, ça peut être, c'est intéressant de savoir que ça peut se jouer aussi dans tout cet écosystème digital. Ensuite, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est un reel? Florence? Un format de vidéo sur... alors, c'est sur TikTok? Non, c'est Instagram. C'est Instagram, effectivement, Voilà. mais ça copie très très fort TikTok. Ouais. Donc c'est le format en fait qu'a lancé Instagram justement pour essayer de contrer un petit peu TikTok dans leur expansion qui est assez phénoménale. Et donc du coup voilà, c'est un format de vidéo courte, c'est 15 secondes, mais il ne faut pas s'y méprendre. Lorsque vous voyez par exemple les tarifs que peuvent demander des influenceurs pour créer un reel, ça demande énormément de travail pour avoir une vidéo de 15 secondes qui soit très intéressante, qui soit bien montée et qui soit virale. Parce que ça, c'est un petit peu le but, évidemment, de ce type de vidéo, aussi bien sur Instagram que sur TikTok. C'est qu'il faut qu'elle soit vue et rapidement pour pouvoir ensuite être partagée de plus en plus de gens et que ce soit exponentiel au niveau du nombre de vues. Mais donc voilà, il y a beaucoup plus de travail que ce qu'on pourrait s'imaginer derrière une petite vidéo de 15 secondes et c'est toujours intéressant de connaître ce vocabulaire quand les influenceurs vous proposent différents formats de collaboration.
Voilà, ça c'était pour la partie un petit peu ludique. Je ne vous pose plus de colle pour la suite, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc les influenceurs, on en parle, mais ils peuvent avoir effectivement des audiences qui sont très impressionnantes, avec des centaines de milliers, voire des millions de followers. Il faut garder en tête qu'en Belgique, ça reste quand même une minorité. On peut les compter sur le doigt de la main, les personnes qui ont ce nombre de followers, si on exclut évidemment tout ce qui est joueurs de foot, musiciens, etc., qui ont forcément une audience relativement internationale. Si on regarde dans Eden Hazard, il a 23 millions de followers, certes, mais est-ce qu'on va pouvoir à notre niveau travailler avec lui? Pas forcément. Mais néanmoins, ce n'est pas la seule chose qui va déterminer la pertinence ou non d'un influenceur, parce qu'on peut très bien être quelqu'un avec 2 ou 3 000 followers, mais faire du contenu qui est excessivement juste et pertinent, parce qu'on est tout à fait expert dans son propre domaine, que ce soit maintenant le jardinage ou que ce soit le maquillage. Ça peut être des choses tout à fait différentes, mais on n'a pas forcément besoin d'un certain cap de followers pour pouvoir être pertinent et pouvoir apporter quelque chose. Donc, c'est surtout une question de légitimité dans son domaine. Hein. Qu'est-ce qui fait qu'on est intéressant, qu'on est expert dans un domaine particulier? Est-ce que le contenu est qualitatif? Est-ce qu'il y a de l'engagement, etc. Ça, c'est quelque chose qu'on va prendre en compte. Pourquoi? Parce qu'on peut très bien avoir 100 000 followers et 100 commentaires par photo, ou avoir 3000 followers et en avoir 400 par photo. Donc, ça devrait être vraiment une façon dont on arrive à engager son audience, à être pertinent et à être intéressant, qui n'est pas forcément purement lié à la taille de l'audience qu'on peut avoir. Et alors, ces influenceurs, ils peuvent être actifs dans de nombreux domaines ou en combiner plusieurs. En général, les influenceurs qui vont faire un peu aussi bien de voyage que de food, que de maquillage, c'est ce qu'on va regrouper sous les influenceurs lifestyle. Donc, c'est les influenceurs qui parlent de choses de tous les jours, mais qui ne sont pas forcément spécifiques dans un seul domaine et qui se diversifient simplement un petit peu sur tout. C'est aussi la plus grande majorité des influenceurs en Belgique sont des influenceurs et souvent des influenceuses lifestyle parce qu'elles combinent un petit peu tout. À côté de ça, on a des influenceurs voyage ou culture, cinéma, on a des influenceurs beauté, on a aussi des papas et des mamans blogueurs. Tout ce qui est food, ça peut être aussi bien d'un côté tester des restaurants, mais aussi être cuisinier soi-même, donc partager des recettes, etc. On a toute la partie jardinage, mais on a aussi toute la partie technologie, vraiment, nouvelles technologies, nouveaux réseaux, nouveaux appareils. Il y a vraiment un petit peu de tout. On peut combiner l'un ou l'autre, mais en général, ils aiment bien choisir un domaine en particulier et ils ont chacun leur touche personnelle parce qu'ils essayent de se démarquer un petit peu. On sait que les influenceurs, il y en a beaucoup. Tous les jours, il y en a des nouveaux et il faut pouvoir se détacher un petit peu du reste, se démarquer pour pouvoir avoir des collaborations, être suivi et ainsi de suite. Mais on distingue aussi quand même plusieurs catégories en fonction de la taille de leur audience. Alors évidemment, ces chiffres-là, ça va dépendre d'un pays à l'autre. En France, avec 5000 followers, on ne rentre même pas en considération en général dans les listes de presse pour les marques. En Belgique, forcément, on est un plus petit pays avec moins d'influenceurs. Les macros, on va les compter vraiment sur le doigt de la main en général. Donc, du coup, on a beaucoup plus de nano et de micros qui peuvent tout à fait aussi être intéressants pour vous et surtout qui, en termes de coûts, vont être plus intéressants et plus efficaces. Si on veut une Audrey Marshmallow à 125 000 followers, on va payer 1 500 € pour un post. Tout le monde n'a pas ce budget à disposition, c'est normal, mais par contre, on pourra peut-être avoir 3, 4, 5 différents influenceurs à 3 000, 5 000 followers qui vont faire du contenu en échange de produits, par exemple. Donc là, c'est toujours bien à réfléchir à l'avance, qu'est-ce qu'on a à proposer, quel est le budget qu'on va vouloir utiliser pour cette campagne et comment est-ce qu'on peut utiliser ce budget de la façon la plus efficace possible, bien évidemment. Alors, différents types de créateurs de contenu, ils vont avoir chacun en général une espèce de menu à vous proposer avec les différents formats qu'ils peuvent créer avec des coûts forcément différents. Pourquoi? Parce que ça implique un certain temps de travail, une certaine charge de travail derrière et qui va du coup différer un petit peu en fonction du temps que ça leur prend de faire du contenu. C'est aussi intéressant de réfléchir à ça, quel est le contenu qui est nécessaire pour expliquer votre produit. Si vous avez des produits qui sont très techniques, par exemple, des produits qui ont besoin d'une certaine explication derrière ou avec des implications légales, par exemple, ce genre de choses, est-ce que finalement un reel de 15 secondes, ça va être pertinent pour vous parce que ça va être tellement rapidement scroller, on n'aura vu que quelques secondes, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'investir là-dedans? Ou est-ce que c'est mieux d'avoir une plus petite personne mais qui va faire un article de blog
et qui va, par exemple, vous générer 10 ventes parce qu'elle est suivie uniquement par des personnes qui sont à la recherche de ce type de contenu et qui ont besoin de ces informations spécifiques. Donc, c'est vraiment toujours assez différent en fonction purement de vos objectifs, de votre type de produit et de ce que vous recherchez à faire derrière. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des vidéos YouTube qui peuvent être vraiment très montées sur un sujet spécifique. Mais on a aussi les vlogs. Donc ça, c'est la contraction de vidéo et de blog. Et donc, c'est plus des vidéos du quotidien où voilà, la personne va montrer un petit peu sa journée. Et à ce moment-là, elle pourrait tout à fait mentionner l'un de vos produits assez rapidement ou donner un petit peu plus d'explications dans le cadre de compléments alimentaires en disant, voilà, elle montre tous les jours quand elle fait ses vlogs qu'elle prend quelque chose le matin et elle explique les différentes sortes, les différents avantages que ça peut avoir, etc. On a les articles de blog classiques, mais qui fonctionnent encore relativement bien pour tout ce qui est article plus poussé et quelque chose de plus technique. Les photos, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, un post tout simple. Les reels ou les vidéos sur TikTok. Les stories, donc en général sur Instagram, elles existent sur d'autres plateformes, mais il n'y a que vraiment que sur Instagram que ça fonctionne vraiment. Ça peut aussi être un podcast, ça peut vraiment être plein de choses différentes. Et c'est là que c'est intéressant de bien connaître les influenceurs et de pouvoir leur laisser un petit peu libre cours aussi à leur créativité parce qu'ils vont pouvoir vous proposer le contenu qui est le plus adapté en fonction de votre demande. À côté de ça, donc, on a les différents types d'influenceurs, on a les différents types de contenus, mais il y a aussi plusieurs manières d'aborder la création de contenu sponsorisé. Donc, on a tout ce qui est simplement un placement produit, sans plus d'explication. Le produit va être affiché sur la photo, dans la vidéo, etc., avec une mention de la marque, sans plus. Mais on peut avoir du contenu, de la création de contenu plus spécifique, par exemple, avec une création d'une recette, d'un tutoriel, ce genre de choses qui peuvent toujours être utiles. Création de contenu libre, ça c'est vraiment plus dans le sens où vous envoyez les produits et vous espérez que la personne en parle, mais sans avoir un briefing spécifique ou sans avoir vraiment décidé ensemble d'un type de contenu. On a aussi ce qu'on appelle les hauls. Ça, c'est le principe en fait de déballer ses achats après une séance shopping. C'est un petit peu moins pertinent dans votre cas, mais voilà, comme ça, vous savez, si vous entendez ce terme, à quoi ça correspond. On a aussi les unboxings. Donc ça, c'est l'ouverture d'un paquet face caméra. Donc ça peut être soit les produits et les paquets RP, entre guillemets, que les influenceuses peuvent recevoir, qu'elles ouvrent tout d'un coup, elles présentent rapidement les produits. Dans le cadre d'un influenceur plus technologie, ça peut être le déballage d'un nouveau téléphone, la mise en marche, etc. Ça peut aller plus loin. On a aussi le principe du code promo. Quand vous avez une plateforme en ligne, ça peut être un code soit spécifique à l'influenceur en question pour que vous puissiez derrière avoir une idée du nombre d'achats qui ont été générés ou un code simplement générique pour les médias sociaux. Un lien affilié, ça c'est la même chose. C'est donc via votre plateforme en ligne d'avoir un code UTM derrière le lien qui permet à l'influenceur de gagner une partie des ventes derrière. Et alors une visite de showroom, une visite d'explication, une séance d'explication de vos services, ce genre de choses. Voilà, il y a vraiment plein de façons de travailler avec des influenceurs et de créer du contenu. Et tout ça dépend en fait à chaque fois de vos objectifs tout simplement. Si possible, aussi bien budgétairement parlant qu'au niveau du temps que cela demande, on conseille aussi d'avoir des influenceurs à long terme plutôt que de continuer d'avoir simplement beaucoup de one-shot, surtout dans le cadre de produits qui peuvent être utilisés au quotidien. C'est bien de pouvoir suivre ces influenceuses, de pouvoir s'adapter aussi à certains événements de vie. Si vous avez, on reprend les compléments, s'il y a des compléments spéciaux pour femmes enceintes et vous savez que l'influenceuse en question est enceinte, c'est bien de continuer à suivre ce genre de choses. Et c'est des petites choses qui demandent du temps, certes, mais qui vont vous permettre de construire une relation de confiance avec ces influenceurs et d'avoir vraiment un lien avec elles ou avec eux qui permet de montrer que vous êtes vraiment intéressé par ce qu'elles font et pas simplement, on espère avoir un poste sans mettre trop de travail derrière. Donc, le but, c'est vraiment de construire une relation de confiance avec eux en sachant que cette relation, elle doit être entretenue. Nous, on le remarque aussi, on travaille quotidiennement avec les influenceurs. C'est quelque chose qui se passe mal, ça peut aussi vous porter préjudice. Donc, il faut toujours bien faire attention à ça. Et si on se lance, de le faire correctement et de le faire à fond. Et ça nous mène à toute la partie, comment est-ce qu'on démarre une collaboration avec des influenceurs? Quelles sont les choses à savoir pour commencer à travailler avec eux? Voilà. Donc, avant de démarrer une collaboration, c'est important de se poser les bonnes questions. Pourquoi
Est-ce qu'on veut travailler avec des influenceurs? Est-ce qu'on le fait simplement parce que tout le monde le fait? Ou est-ce qu'on se dit vraiment, il y a quelque chose pour moi derrière, j'ai quelque chose à offrir aux influenceurs et je veux avoir une vraie stratégie dans ma stratégie de communication? Quels sont vos objectifs? Est-ce que vous voulez simplement vous faire connaître parce que vous démarrez? Est-ce que vous avez un nouveau produit ou un nouveau service? Donc ça, c'est toute la partie awareness. Après, on note plus la partie conversion. Là, on est plutôt dans un achat sur un site web, par exemple, ou des nouveaux clients, etc. Ou ça peut être aussi des campagnes de sensibilisation quand on a un objectif plus, comment dire, qui soit utile pour la société. Par exemple, là, ça peut être une campagne de sensibilisation, par exemple, contre le cancer de la peau ou ce genre de choses. Là, c'est purement de la sensibilisation. Il n'y a pas de conversion derrière qu'on va pouvoir mesurer, mais on sait que forcément, elles vont toucher un plus grand public avec leur message et ça permet d'avoir plus de personnes qui sont au courant du message que vous voulez faire passer. Quand on parle de mesurer, voilà, qu'est-ce que vous voulez mesurer derrière? C'est surtout intéressant de savoir ce que vous allez, en fonction de votre objectif, quel est le KPI, donc comment dire, les métriques que l'on va vouloir mesurer derrière. Est-ce que c'est un nombre d'achats? Est-ce que c'est un nombre de vues? Est-ce que c'est un nombre d'abonnements sur votre compte Instagram ou que sais-je? Il faut le déterminer à l'avance pour pouvoir, avec l'influenceur, savoir quel format on va choisir, sur quelle plateforme, et ce qu'on va devoir avoir de la personne après pour mesurer si la campagne a fonctionné ou pas. Donc ça, c'est des choses qui se demandent toutes en amont avec l'influenceur. Donc voilà, je veux savoir le nombre de personnes qui sont venues sur mon site suite à ta story. Il faut penser derrière qu'on va avoir un lien avec un UTM tag et qu'on puisse suivre derrière dans Google Analytics et voir voilà, combien de personnes on a eu sur le site. Ça, c'est des paramètres à déterminer à l'avance. Quelle est la valeur ajoutée des influenceurs pour votre stratégie? Ça revient un petit peu à la première question. Voilà. Qu'est-ce que ça va apporter dans votre stratégie de communication d'avoir des influenceurs qui travaillent avec vous? Est-ce que c'est plus de légitimité? Est-ce que c'est plus de connaissance de la marque? Est-ce que c'est pour faire changer l'image qu'on pourrait avoir sur un produit, etc. Et alors réfléchir à l'avance au budget que vous avez pour voir un petit peu quelle taille d'influenceurs on va pouvoir se permettre d'engager, entre guillemets, avec lesquels on va pouvoir travailler. Pourquoi? Parce que simplement, il n'y a rien de plus frustrant pour un influenceur d'aller lui proposer quelque chose et puis de se rendre compte qu'on n'a pas du tout le budget pour, en fait. Donc, il faut y réfléchir à l'avance. Voilà, c'est un peu comme on choisit son restaurant en fonction du budget qu'on a à disposition. C'est un peu pareil avec les influenceurs. Il faut savoir à l'avance ce qu'on peut se permettre et ce que l'on veut se permettre aussi. Parce que même si on a le budget, on n'a pas forcément envie de mettre tout son budget dans une seule personne. Voilà. Donc vraiment, les 4 premières étapes pour démarrer la collaboration va être d'identifier vos ambassadeurs possibles, donc les gens qui pourraient être intéressés par vos produits et qui peuvent être intéressants pour vous. Choisir les bonnes plateformes. Est-ce que c'est TikTok? Est-ce que c'est Instagram? Est-ce que c'est un blog? Réfléchir un petit peu plus aussi, pas forcément au profil de la personne en elle-même, mais à son audience. Parce que c'est ça, en fait, qui vous intéresse. C'est les personnes qu'elle touche finalement. Choisir ensuite le type de partenariat. Et alors, créer du contenu pertinent, évidemment, c'est ce qu'on veut comme résultat à la fin, c'est d'avoir du contenu qui corresponde au style de l'influenceur, mais qui corresponde aussi à vos objectifs et aux valeurs de votre entreprise. Alors, comment est-ce qu'on sélectionne des influenceurs pour son business? Déjà, il va falloir faire ses recherches pour trouver des personnes qui parlent de votre secteur d'activité, qui pourraient être intéressées par vos services. Mais il faut toujours faire attention à l'avance et bien choisir les personnes. Il n'y a rien de plus frustrant pour un influenceur que quelqu'un qui leur envoie un mail en demandant une collaboration sans avoir pris le temps de regarder leur compte Instagram. Et par exemple, j'en vois très souvent dans les influenceurs d'ailleurs qui partagent des mails parce que c'est complètement à côté de la plaque. Parce que voilà, ils sont locataires et on leur propose des rénovations, ils sont végétariens, on leur propose une collaboration avec une marque de viande, etc. Ça paraît basique, mais j'en vois tous les jours. Voilà, j'en vois vraiment tous les jours des agences ou des marques qui contactent des influenceurs qui ne prennent même pas la peine de lire leur prénom, etc. Et du coup, ça, c'est le genre de choses qui frustre très fort les influenceurs et qui, en général, peut vous griller dans le secteur complètement
s'il y a quelque chose qui se passe mal ou si la première approche n'est pas top, en général, ils ont tendance à afficher un petit peu. Et ça, c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Quand on contacte quelqu'un, il vaut mieux le faire bien si on ne veut pas se retrouver après avec, je ne vais pas dire des reproches, mais simplement s'assurer que, voilà, que ça se fait de façon correcte. Et c'est pareil au niveau de la rémunération, hein. Effectivement, il y a toujours moyen de trouver des influenceurs qui veulent travailler sur base d'un échange. Ça dépend aussi forcément de la taille de leur audience. Et en général, on essaie de réfléchir entre le prix qu'ils demanderaient pour un poste et la valeur marchande du produit qu'on peut leur proposer. Donc voilà, on ne peut pas demander une vidéo YouTube de 35 minutes pour un produit qui vaut 50 €. Ça, ce n'est pas possible. Donc, il faut essayer de faire un petit peu la balance. Et c'est à ça que peut servir aussi une agence pour vous aider un petit peu à vous guider au niveau des prix qui sont corrects, qui sont utilisés un petit peu dans le monde de l'influence et savoir un petit peu qu'est-ce que vous pouvez attendre, qu'est-ce qui est une bonne proposition, qu'est-ce qui ne l'est pas. Ça, j'ai déjà dit, donc déterminer le budget à l'avance parce qu'effectivement, promettre aux influenceurs une visibilité, entre guillemets, en échange d'un service, ce n'est pas comme ça que ça marche. Pourquoi? Parce que la visibilité, c'est eux qui vous la donnent et pas l'inverse. Donc, ces influenceurs sont là pour promouvoir votre produit, mais n'oubliez pas que ça reste un travail, ça reste quelque chose qui demande beaucoup de temps, qui demande des connaissances. Et du coup, si c'est une collaboration sur base d'échange, il faut que le produit intéresse vraiment l'influenceur ou l'influenceuse en question pour que ce soit pertinent pour les deux parties, tout simplement. Si c'est quelque chose où elle se dit, bon, oui, mais j'en ai pas besoin, c'est normal qu'il ne soit pas forcément partant pour une collaboration sur base d'échange parce que ce n'est pas le produit en question qui va payer leur loyer, tout simplement. Et beaucoup d'influenceurs sont quand même en recherche de quelque chose de professionnalisé qui leur permettrait en fait d'en vivre, tout simplement. Parce que beaucoup d'influenceurs en Belgique travaillent encore à côté. Néanmoins, ça reste quand même quelque chose qui prend plusieurs heures par jour, aussi bien pour gérer les collaborations que créer du contenu, que gérer leur communauté. C'est quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer parce que c'est quelque chose que je vois souvent, effectivement, que les gens se disent oui, bon, ça va, ça leur prend un quart d'heure par jour, parce qu'on n'a pas idée en fait de tout le travail qu'il y a derrière. Et donc, ça, c'est un peu la base dans une collaboration avec les influenceurs, c'est le respect mutuel, tout simplement. C'est voilà, de les prendre en compte comme quelqu'un qui crée du contenu et pas simplement comme une vitrine qui va dire oui à toutes les collaborations parce que c'est ce qu'elles attendent. Pas, il y en a forcément, il y en a toujours comme ça, mais ce n'est pas le cas de la globalité. Et donc, il faut garder ça à l'esprit quand on parle, quand on contacte les influenceurs. Alors, comment est-ce qu'on les sélectionne et comment est-ce qu'on les contacte? Déjà, on détermine un petit peu ce qu'on veut leur proposer. On y réfléchit à l'avance. On essaye d'avoir une stratégie qui soit déjà définie, qui soit réfléchie avant de passer au contact des influenceurs. Et surtout, si vous voulez faire quelque chose, décidez-le à l'avance. De nouveau, il n'y a rien de plus frustrant pour les influenceurs que de leur demander un devis, de leur proposer quelque chose et puis 2 semaines après, leur dire oui, finalement non. Voilà, ce n'est pas parce que vous contactez la personne que vous devez vous engager auprès d'elle, mais sachez qu'à partir du moment où vous demandez un devis, etc., c'est bien d'y avoir réfléchi à l'avance. Je veux dire, c'est pareil avec d'autres corps de métier. On ne va pas faire venir 3 plombiers et puis finalement décider de ne pas réparer son évier. Voilà, c'est un petit peu pareil. On les contacte uniquement si on a réfléchi et qu'on veut vraiment travailler avec des influenceurs. Ensuite, il y a une autre partie, c'est que les influenceurs, effectivement, il faut vérifier qu'ils soient legit, entre guillemets, dans le sens où c'est très facile d'acheter des followers, c'est très facile d'acheter des commentaires, des likes, etc. Il y en a malheureusement qui le font. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont obligés d'avoir 25 000 followers pour être intéressants auprès des marques. Et donc, quelle est la façon facile et rapide de le faire? Simplement, on va acheter 20 000 followers d'un coup et comme ça, on peut se classer comme influenceur. Alors, il y a des outils qui permettent évidemment de vérifier la légitimité des influenceurs et simplement regarder dans les followers de ce compte un petit peu. Si vous voyez que des noms en général de comptes étrangers, ça peut déjà vous faire vous poser les questions. Si vous voyez que les commentaires sous les publications sont très répétitifs, 2-3 mots et qui n'ont pas vraiment de lien avec la publication en question, ça peut vous mettre la puce à l'oreille aussi. Donc ça, c'est des choses à savoir puisque ce serait dommage de payer et de mettre du temps dans une collaboration avec quelqu'un pour finalement qu'il n'y ait rien derrière parce que voilà, la personne est suivie que par des faux comptes qui ont été achetés, par exemple. Donc voilà, si vous avez des comptes comme ça qui apparaissent de nulle part, vous voyez que ça a été créé depuis 3 mois et ils ont 50 000 followers, il y a de fortes chances que ce ne soit pas forcément très, très légitime. Donc voilà, ça c'est quelque chose auquel il faut faire attention quand même.
À côté de ça, on a tout ce qui est plateforme en fonction de vos objectifs. Donc, je le disais tout à l'heure, on a les profils des créateurs de contenu avec lesquels vous allez vouloir travailler. Mais ce qui est le plus important derrière, c'est l'audience de cette personne. Si vous avez, par exemple, une influenceuse qui a 35 ans, qui est maman, qui pourrait être pertinente parce qu'elle est propriétaire, elle a besoin d'un nouveau système de sécurité pour sa nouvelle maison, mais elle n'est suivie que par des 15-18 ans qui sont là parce que les photos sont jolies, ben, vous n'allez pas en retirer de clients. Donc, il faut toujours demander, les influenceurs sont habitués à ça, demander leur média kit. Donc, le média kit, qu'est-ce qu'on appelle? C'est simplement en général une petite présentation, un petit CV, si vous voulez, des influenceurs, avec en général une répartition de leur audience aussi bien par sexe que par âge que par localisation. Donc, ça vous permet de savoir est-ce que la plupart de ces followers sont en Belgique, parce que malgré tout, c'est ça qui nous intéresse en général. Quelle est la tranche d'âge de ces influenceurs? Est-ce qu'on a affaire à plutôt une audience féminine ou masculine, etc. Ça, c'est nécessaire à le savoir à l'avance pour répartir votre budget. Imaginons que vous avez une entreprise qui est répartie sur 3 pays. Vous pouvez vous partager, par exemple, le budget influence en fonction de l'audience de la personne avec laquelle vous voulez travailler. Est-ce que votre produit demande un traitement plus approfondi, plus technique, d'en parler régulièrement? À ce moment-là, TikTok, c'est peut-être pas la plateforme la plus idéale. Un petit rajout sur TikTok, on a l'impression que la moyenne d'âge sur TikTok est très basse, que c'est surtout les 12-14 ans. C'est de plus en plus faux. La moyenne d'âge augmente de plus en plus sur TikTok. Elle reste donc une plateforme qui peut être pertinente dans le cadre de l'influence. Mais voilà, ça dépend vraiment très fort des profils des influenceurs. Et donc, de nouveau, l'importance du Media Kit pour savoir un petit peu par qui ces personnes sont suivies. Et ne pas oublier non plus, en général, les influenceurs ne sont pas actifs que sur une seule plateforme. Et donc, ça peut toujours être intéressant de leur demander un prix de groupe, entre guillemets, pour, par exemple, avoir une combinaison entre une vidéo YouTube et un post Instagram ou un post Facebook et des stories sur Instagram, etc. C'est toujours intéressant. Ça permet aussi, avec une seule création de contenu, de pouvoir toucher des audiences différentes sur les différentes plateformes et ou d'avoir des formats différents en fonction de ce que vous voulez aborder pour votre marque. On a parlé des différents formats, des différents types de personnes. Comment est-ce qu'on fait qu'une collaboration soit légale, soit correcte pour les deux parties? En général, on va toujours travailler avec un contrat. Pourquoi? Parce que c'est plus facile pour tout le monde, tout simplement. Aussi bien du côté des influenceurs, ils sont habitués, ils savent que voilà, il y a un contrat, ils sont protégés de leur côté, on ne va pas leur demander le double de ce qu'on a convenu. D'un autre, vous, ça vous permet, si l'influenceur en question ne réalise pas le travail pour lequel il ou elle a été rémunéré ou du moins a reçu un certain service, ça vous permet de vous retourner aussi si nécessaire. Alors évidemment, on évite au maximum, mais ça arrive, ça nous est déjà arrivé aussi d'avoir quelqu'un qui est payé pour faire une collaboration, qui ne fait pas ce qu'il faut. À ce moment-là, il faut d'avoir une base, un contrat, pour pouvoir se retourner là-dessus. Si vous avez juste des mails ou un échange sur Instagram, on n'a pas forcément de base sur laquelle s'appuyer pour pouvoir faire valoir vos droits et inversement pour les influenceurs. Alors, un contrat, ça n'a pas besoin de faire 12 pages. Dans ce cas-ci, en général, c'est vraiment simplement 1 à 4, en général, pas plus, avec la durée de la collaboration. Donc, quand est-ce qu'on commence à travailler ensemble? Quand est-ce qu'on arrête de travailler ensemble? Si c'est juste un one-shot ou si c'est une collaboration à l'année. Exclusivité, si il y a lieu d'être. Alors, n'oubliez pas, demander l'exclusivité à un influenceur, ça coûte cher. Donc, si par exemple, vous voulez vraiment éviter que la personne travaille avec d'autres concurrents, le budget va être différent, forcément. Alors, évidemment, ça dépend du secteur. Mais par exemple, si je suis Coca-Cola et que je veux lui interdire de travailler pour Pepsi, ça va avoir un certain coût. Donc, ça à garder à l'esprit. Est-ce que c'est toujours nécessaire d'avoir de l'exclusivité? Non. En général, les bons influenceurs, ceux qui ont une certaine éthique de travail, vont vous le dire d'eux-mêmes de toute façon en disant voilà, non, je travaille pour telle marque, soit parce qu'ils sont interdits par la marque en question déjà de travailler avec une autre, soit simplement parce qu'ils veulent que les collaborations qu'ils font soient quand même légitimes et logiques. Et donc, simplement vous dire non, je travaille avec la concurrence ou j'ai trop de collaborations pour l'instant, donc je préfère pas. Ensuite, on a tout ce qui est la partie, donc ce qu'on appelle les délivrables. Ça, c'est la création de contenu, en fait. Donc, qu'est-ce qui est demandé derrière?
combien de posts, combien de stories, dans quel délai, dans quel timing. Si vous avez besoin d'avoir un post pour une date précise, il faut que ce soit indiqué dans le contrat. Et alors aussi toute la partie un petit peu du briefing au niveau du contenu. Bon, ça dépend de nouveau du type de collaboration qu'on va choisir, du type de format. Mais on va avoir en général un briefing avec les hashtags, donc les mots-clés à inclure, les comptes à taguer et à identifier sur les photos, certaines exigences au niveau de la création de photos. Par exemple, un exemple tout bête, si on fait une collaboration pour... je ne sais pas, pour Belle Horta, par exemple, il faut que ce soit un certain type de fruits dans la recette. Ben voilà, ça doit être indiqué dans votre contrat, ce genre de choses. Ce qu'on appelle les KPI, c'est donc les éléments qu'on va mesurer. Est-ce que c'est le nombre de vues, le nombre de clics, le nombre de likes? C'est tous ces termes-là. Et la rémunération. Est-ce que c'est une rémunération en monnaie sonnant et trébuchante? Est-ce que c'est une rémunération en service? Est-ce que c'est une rémunération en produit? Ça, il faut l'inclure. Pour quelle valeur de produit? À quel moment vous allez les recevoir, etc. Tous ces détails un peu techniques, ça paraît un petit peu too much pour une simple collaboration, mais en général, ça sert bien. C'est pratique d'avoir cette base-là sur papier. Il n'y a pas de malentendu avec les influenceurs et ça permet à tout le monde d'être sur la même longueur d'onde et d'avoir ce contrat. Après, quand on est vraiment dans un format plus de ce qu'on appelle de seeding, où on va juste envoyer des produits aux influenceurs et voir si après ils veulent créer du contenu, dans ce cas-là, ce n'est pas nécessaire parce qu'il n'y a pas d'obligation. Donc, quand vous décidez du jour au lendemain simplement de sélectionner une vingtaine d'influenceurs, de leur envoyer des produits, sachez qu'il n'y a aucune obligation de retour de leur part. Elles n'ont pas demandé à recevoir ces produits. Elles n'ont pas forcément, donné leur accord pour le faire. Elles ont juste reçu les produits, certes, mais après, c'est à leur bonne volonté, en fait, tout simplement. Si elles veulent en parler, tant mieux. Si elles ne le font pas, tant pis. Mais bon, ça, c'est quelque chose qu'on doit savoir. Nous, c'est pour ça aussi, quand on fait du seeding de cette manière, on contacte quand même les influenceurs au préalable pour être sûr d'avoir, leur adresse qui est la bonne, mais surtout, deux, d'avoir leur accord. S'ils nous disent dès le début, écoute, ça ne m'intéresse pas, je reçois trop de trucs, c'est pas du tout mon kiff, c'est mieux pour tout le monde. Ça vous évite de gaspiller de l'argent en envoyant des produits qui ne s'ouvriront pas à la personne et ça vous permet du coup de les envoyer à une autre personne qui, elle, sera intéressée. Donc ça, c'est une pratique en général qu'on conseille, qui est fort appréciée aussi par les influenceurs parce qu'on ne se rend pas forcément compte, mais des produits, ils en reçoivent tous les jours. Et ils reçoivent des montagnes de produits qui ne sont pas toujours pertinents, qui ne sont pas toujours adaptés. Donc ça, c'est des choses auxquelles quand même il faut faire attention. Ils ne le montrent pas toujours, mais voilà, je le sais d'expérience aussi. Quand c'est la 20e boîte de shampoing que vous recevez du mois, on ne sait pas quoi en faire et c'est avantageux pour personne, quoi. Donc voilà, ça c'est quelque chose à garder en tête. Ensuite, un petit peu, j'en ai parlé un petit peu, je ne vais pas insister trop longtemps là-dessus parce que ce n'est pas le but, mais voilà, pourquoi est-ce qu'une agence peut être utile pour vous dans le cadre d'une collaboration? Simplement, ça va être un gain de temps. Nous, en général, les réseaux, on les a déjà, les influenceurs, on les connaît. Ça permet de sélectionner directement les profils qu'on sait légitimes, qui peuvent être utiles pour vous, et ça vous évite de devoir chercher pendant des heures la personne qui pourrait correspondre à votre boîte. Mais aussi, on a les outils nécessaires derrière qui nous permettent de mesurer justement la légitimité d'un influenceur, d'effectuer la veille du contenu qui va être créé, de mesurer les performances, etc. Malgré tout, ça reste très utile derrière de pouvoir faire tout ça. Et c'est des outils qui, en général, coûtent trop cher que pour avoir un usage personnel, entre guillemets. Le fait de bien les connaître, ça nous permet aussi de pouvoir négocier les tarifs si nécessaire. Et surtout, ça nous permet d'avoir des offres combinées avec certains clients qui peuvent se compléter les uns les autres quand ça peut être pertinent. Voilà. Alors, on a ensuite quelques do's and don'ts. Les do's surtout. Choisissez des personnes dont vous appréciez le travail. Si à certains influenceurs vous disent c'est vraiment pas mon kiff ce genre de profil, ne travaillez pas avec eux tout simplement. Il y a assez de gens sur les réseaux sociaux que pour ne choisir que des gens qui correspondent à vos valeurs, qui correspondent à ce que vous recherchez. Ne perdez pas votre temps simplement avec des gens que vous n'appréciez pas parce que de toute façon, ça va se ressentir et ça n'avance personne. Mais surtout, laisser le libre cours à la créativité des influenceurs. On engage ces gens-là pour leur touche personnelle aussi, pour leur façon d'aborder les choses, pour leur style.
il ne faut pas leur demander avec un briefing super précis, je veux une photo comme ça, sur fond de telle couleur, avec ça là. À ce moment-là, engagez un photographe tout simplement et faites la promo de votre contenu. Mais à partir du moment où on engage des influenceurs, on compte sur eux pour apporter leur propre style, leur propre touche au contenu. Et c'est bien quand même si on leur donne des guidelines, de les laisser quand même avoir une certaine liberté derrière. Et avoir des objectifs réalistes aussi. Si on prend un influenceur qui a 3000 followers, on ne peut pas s'attendre derrière à avoir 300 ventes, etc. Ce n'est pas le but des influenceurs. Ça peut l'être, c'est toujours bon à prendre s'il y a des ventes qui sont générées derrière, mais sachez que ce n'est pas la responsabilité de l'influenceur, entre guillemets, de pouvoir générer des ventes derrière. Donc, c'est pour ça que tout ce qui est les liens affiliés ou les codes promo, pour moi, c'est un ajout entre guillemets à la collaboration, mais ce n'est pas ça qui doit servir de rémunération pour les influenceurs. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose en plus. Comparez ça un petit peu à des publicités Facebook. Vous allez faire une publicité pour que votre site soit vu, que la vente soit faite derrière ou pas, ça dépend de comment est fait votre site, si les produits sont un peu intéressants, etc. Et pas forcément de Facebook qui a fait la promo de votre publicité. Les KPIs à mesurer à l'avance, ça on en a parlé, mais communiquez-les aussi avec votre influenceur pour qu'il ou elle sache ce qu'il doit enregistrer, ce qu'il doit vous partager à la fin de la collaboration. Si vous voulez, par exemple, vous n'avez pas d'outil de veille, mais vous voulez être sûr de voir les stories, de pouvoir les enregistrer, demandez-le à l'avance, mettez-le dans le contrat, parce que les influenceurs, en général, leur téléphone, il explose, entre guillemets, avec tous les fichiers qu'ils ont. Ils n'enregistrent pas forcément le story, ni les vues. Et c'est des statistiques qui disparaissent après un certain temps. Donc, si vous ne les demandez pas directement et que vous les demandez 2-3 semaines après la collaboration, il est possible que ces chiffres n'existent plus tout simplement. Donc, pensez à les demander à l'avance. Et alors, less is more, privilégiez plutôt la qualité des influenceurs que la quantité. C'est bien d'avoir des personnes qui sont pertinentes pour vous et pas juste on en voit un petit peu partout et on verra bien de quoi il en ressort. C'est bien de faire bien sa sélection à l'avance quand même et d'être sûr qu'on a bien choisi ses profils et qu'ils sont tous pertinents pour nous. Alors, on a des doux, mais on a forcément toujours aussi des don'ts. Créer du contenu, ça reste un travail, je l'ai dit tout à l'heure. Tout travail mérite salaire. Alors, le salaire, évidemment, est laissé à appréciation. Ça dépend si vous avez un service, un produit à proposer, une expérience à proposer. Mais voilà, sachez que c'est vous qui vous mettez, entre guillemets, au service de l'influenceur et pas l'inverse. Voilà, vous faites une demande à quelqu'un, vous faites une demande à un créateur de contenu. Ce n'est pas à eux, entre guillemets, tout faire pour vous plaire, c'est un petit peu l'inverse. Donc ça, il faut quand même rester un petit peu sur le même pied d'égalité. On leur demande de créer du contenu, mais il faut quand même s'adapter à leurs tarifs. Et si on ne veut pas, tout simplement, ce n'est pas grave, on demande à une autre personne. Si l'influenceur me dit, voilà, je ne travaille pas en dessous de 1 000 € et c'est un budget que je n'ai pas, tant pis. Plutôt que de perdre du temps à essayer de négocier, etc., simplement changer de personne et voyez quelqu'un qui rentre plus dans votre budget, dans vos attentes, etc. Il n'y a pas de mal à dire non sur un budget et c'est plus respectueux de dire non que d'essayer de négocier à tirer-larigot. Ne pas changer le briefing en cours de route et pas demander plus que ce qui est convenu, c'est aussi pour ça qu'on a le contrat justement. Voilà, si on a promis quelque chose à un influenceur, on ne change pas d'avis après. Si on a demandé 2 posts, on n'en demande pas 3 et ainsi de suite. De nouveau, ça reste un petit peu dans le respect de la collaboration. Mais aussi, honorez votre part du contrat en temps et en heure. Donc, les influenceurs, effectivement, sont tenus à un certain nombre de choses. En général, vous aussi. Donc, que ce soit au niveau de livrer ou de valider du contenu si nécessaire, de livrer des produits, d'offrir un service. Si vous organisez un concours, par exemple, et qu'après 3 mois, les personnes qui vont gagner le concours n'ont toujours pas reçu leurs produits, ça risque de porter préjudice plus qu'autre chose parce que les gens vont poser des questions à l'influenceur. Les influenceurs détestent se retrouver entre les deux et être tenus responsables si ce n'est pas de leur faute. Donc voilà, en général, ils vont se retourner vers vous. Donc essayez de faire ce genre de choses bien à l'avance, de déterminer ensemble les délais avant d'envoyer un produit, etc. Voilà, faites votre part du contrat en même temps, tout simplement, pour éviter les bad buzz. Alors, je ne dis pas que tous les influenceurs vont se retourner directement vers vous et que ça va créer une communication de crise, loin de là. Hein, les influenceurs sont quand même très tolérants et ils vont simplement d'abord vous poser 1 fois, 2 fois, 3 fois la question pour savoir de quoi il en retourne. Mais à partir du moment où vous répondez simplement au message et vous dites voilà, la livraison est prévue à tel moment,
il n'y a aucun souci en général. Mais soyez présents, soyez là pour répondre à leurs questions et assurez-vous tout simplement que votre part du contrat est remplie également. Alors, j'ai prévu quelques cases aussi pour vous montrer simplement quelques exemples en fait, de façons dont on peut travailler avec les influenceurs, parce qu'il y a plein de façons différentes de le faire. Ici, voilà, donc ça, je vous la montrerai. Donc ça, c'est la vidéo qu'on a réalisée avec Ish, en fait, pour une collaboration avec New Balance. Et donc là, c'était dans le type de création de contenu relativement libre. En fait, on a demandé à Ish de réaliser une vidéo avec un slam, en fait, sur une nouvelle paire de baskets, tout simplement. Mais voilà, ça, c'est un type de collaboration. Alors, c'est forcément avec un certain coût parce que c'est une personne assez connue, etc. Mais rien n'empêche d'avoir d'autres façons de communiquer qui sont beaucoup plus accessibles à côté dans la même campagne. Donc, ce qu'on a fait, par exemple, c'est qu'on a envoyé simplement une paire de lacets aux influenceurs sans information, avec simplement une lettre pour leur demander de nous renvoyer en fait leur pointure de chaussures. Et ça peut être aussi bien des micros que des nanos-influenceurs. On n'a pas forcément travaillé qu'avec des personnes à 100 000 followers, mais simplement voilà, toucher des gens différents qui collaient à la marque au niveau de leurs valeurs, de leur style, etc., des gens un petit peu alternatifs. Et ils ont reçu du coup leur paire de chaussures. Et là, le briefing, il y avait un jour spécifique où on leur demandait de poster du contenu. Et donc, du coup, voilà, ils ont posté leur style, leurs photos, un outfit tout simplement avec les chaussures. Il n'y avait pas forcément de gros briefing derrière en disant il faut que ce soit comme ci, comme ça, simplement quelques pistes de contenu. Et le fait d'avoir tout le monde qui postait en même temps, ça donnait vraiment une certaine amplification au contenu et ça a permis de relancer cette paire de chaussures, par exemple. Après, ce qu'on peut offrir aux influenceurs aussi, c'est une expérience. Donc ici, ce qu'on avait fait, donc le Blue Monday, chaque année, c'est le lundi le plus déprimant de l'année. Et on a tourné ça un petit peu autrement. On s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour se remonter un petit peu le moral dans cette journée? On a proposé aux influenceurs de faire une séance de sport à la lumière de la bougie, tout simplement. Donc, c'est une façon de mettre justement Space en avant de façon un petit peu plus ludique et pas simplement juste envoyer des bougies dans une boîte en carton. C'est une cross collaboration dans le sens où la salle de sport était aussi une marque mise en avant du coup en collaboration avec Space. Donc, ça permet de mettre ensemble deux marques différentes pour créer un événement et de recouper du coup leurs différentes audiences. Et du coup, ça a créé beaucoup de contenu très sympa parce que c'était très esthétique. Hein, voilà, les salles de sport avec juste la lumière des bougies, parce qu'on sait, les salles de sport en général, c'est avec de la lumière hyper trash, etc. Et c'était très sympa. Ça leur a permis de sortir un peu de chez elles, d'avoir un moment sympathique, de faire connaissance avec une marque ou avec l'autre en fonction de ce qu'elles connaissaient. Et ça a attiré aussi bien des influenceurs que des journalistes avec des stories, etc. Et ça a créé beaucoup d'engagement derrière. On a aussi des collaborations purement sur base d'échange de produits. Donc, c'est ce qu'on fait en général avec Kiabi, par exemple. Et là, on va toucher des gens même avec 1500, 2000 followers. On leur donne simplement un petit budget shopping. Ça leur permet de créer un petit peu de contenu. Elles sont contentes parce que voilà, elles ont des produits qui sont utiles pour elles. Parce que voilà, ça reste des vêtements. Les enfants, ça grandit vite. On a besoin de nouveaux t-shirts toutes les 2 semaines. Voilà, ça leur permet d'avoir quelque chose d'utile qu'elles ont choisi elles-mêmes aussi. Ça, c'est important. Et ça permet de créer des choix d'images que nous, après, on peut réutiliser sur nos canaux. Donc, c'est de la création de contenu qui est aussi utile en tant que marque. Et ça permet aussi de fidéliser un petit peu l'audience, de faire connaître la marque, etc. auprès d'autres types de personnes. Et ce n'est pas forcément nécessairement cher puisqu'on part justement surtout sur des petits budgets shopping, par exemple, sur base de l'échange. Et alors, on a aussi les collaborations plutôt à long terme. Donc, ça, c'est ce qu'on fait avec Mustela. Donc là, on a par exemple des influenceuses à long terme, en fait. Donc, c'est des ambassadrices toute l'année qui ont du coup un certain budget de produits en fait, à acheter tout au long de l'année. Et elles, du coup, elles parlent un petit peu des produits quand elles le souhaitent. Elles n'ont pas forcément de briefing très suivi elles doivent poster à telle date, telle date, telle date, mais simplement, elles ont leur budget produit, elles doivent en parler 4 fois sur l'année, elles choisissent quand et comment. Et donc, c'est un petit peu les différentes façons de communiquer avec les influenceurs dont on a parlé tout à l'heure. On les a ici de façon concrète. On voit un petit peu quels sont les différents échanges possibles. Et comme on le voit, il y en a quand même pas mal. Donc ça, c'est un petit peu à définir un petit peu ensemble. Quelle est votre stratégie, quels sont vos objectifs et quels sont du coup
les formats et les influenceurs qui peuvent correspondre. Super. Donc, en fait, je m'appelle Frédéric Kaufmann. Je suis une des 2 fondatrices d'une société qui s'appelle Horse Remedy. On est spécialisé dans tout ce qui est compléments alimentaires, mais pour chevaux, avec aussi un focus sur les probiotiques. Donc, en fait, le début de notre société, j'ai lancé un webshop et de manière très naïve, quand j'ai lancé le site, je me suis dit, je ne comprends pas, je n'ai pas de trafic, je ne sais pas pourquoi. Et je me suis dit qu'ayant pas du tout de budget pub, marketing, etc., que j'allais me tourner vers les influenceuses. J'ai une chance, c'est que c'est un tout petit, j'ai un milieu très, très spécifique, un petit marché un peu de niche, parce que moi, je m'adresse à des gens qui ont envie de complémenter leurs chevaux avec des choses naturelles et tout, donc c'est assez facile de trouver qui vont être les bons partenaires là-dedans. Donc, au début, j'ai contacté principalement des blogueurs à qui j'ai demandé si je pouvais leur envoyer des produits. Elles m'ont dit OK, avec plaisir, on veut bien tester. Et j'ai également envoyé à des youtubeurs. Après, de manière générale, moi, j'envoyais les produits. Je n'ai jamais payé. Donc, les gens étaient contents de recevoir des produits et de tester. Et je ne voyais jamais l'article avant qu'il soit publié. C'est un risque à prendre. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est que ça a amené beaucoup de légitimité à la personne qui écrivait l'article et qui voyait bien que finalement, il n'y avait pas ce côté sponsoring et pas ce côté publicitaire. Et je pense que moi, ça a aidé beaucoup de clients à avoir particulièrement confiance dans ce qu'allait dire l'influenceur par rapport à ça. Et nous, ça nous force aussi à leur apporter des produits de qualité. Parce que c'est sûr que si mon produit, ça ne marche pas, ils ne vont pas faire semblant de dire que ça fonctionne. Donc ça, franchement, j'ai eu des retours assez importants. Et même encore des années plus tard, ça fait 5 ans maintenant, on continue à m'appeler pour des articles que les gens ont trouvés encore sur Internet. Et donc voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. C'est tous des articles aussi qui ont été republiés sur Facebook, sur les réseaux sociaux, dans des groupes et tout. Les gens s'échangent ce genre d'informations. Donc moi, j'ai vraiment eu des retours très, très positifs par rapport à ça. YouTube, je pense que moi, je n'ai pas bien défini un peu les gens à qui j'allais m'adresser parce que j'ai voulu plutôt travailler avec des gens qui avaient une grosse communauté. Mais c'est des filles qui manquaient un peu de légitimité parce qu'on a des produits assez techniques. Et elles, c'était plutôt, je fais mon tour du manège avec le cheval pendant 1 heure, elles se filment en train de le brosser. Et finalement, elles ne savaient pas expliquer de manière intéressante le produit. Alors, je trouve que ça a apporté un certain flop. Maintenant, j'ai aussi également certaines youtubeuses qui nous ont laissé pas mal la parole. On a pu se filmer pour expliquer les produits ou les technologies qu'il y a derrière, notamment pourquoi l'importance des probiotiques et tout. Ça, je trouve que ça a amené également une vraie légitimité. On a fait également un live avec certaines. Pendant le confinement, ça a été un gros boom à ce niveau-là, où les gens pouvaient poser leurs questions-réponses. Et ça aussi, ça nous fait passer pour des experts envers la cible et c'est nous laisser vraiment de la place. Ce que j'apprécie également avec tous ces gens avec qui je travaille, après, c'est pas au quotidien, mais en général, j'essaie de les recontacter de temps en temps en leur disant, voilà, est-ce que tout va bien avec ton cheval? Est-ce que tu n'aurais pas envie de tester un produit? Est-ce que tu n'as pas un problème en particulier? Si tu veux, on peut choisir des produits de la gamme. Elles sont assez sensibles à ça. Et effectivement, je trouve que les partenariats à long terme sont assez intéressants parce qu'ils ne sont pas obligés, mais régulièrement, je vois qu'ils repostent des choses que nous, on a postées pour dire qu'il y a une promo ou ce genre de choses. Et ça, je trouve ça également très chouette de voir qu'ils sont convaincus vraiment par la marque. J'ai certains aussi des gens à qui j'ai envoyé des produits qui sont devenus des clients, qui commandent aussi régulièrement. Et parfois, je ne fais pas attention parce que moi, souvent, je les connais sous leur nom d'influenceur et je ne pense pas toujours à leur nom, prénom. Et quand ça passe dans les commandes, je ne sais pas toujours que c'est eux d'ailleurs. Donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose qu'on a vu qui était très intéressant. Et ce que j'aime bien aussi dans cette approche, c'est que ça vous fait du contenu aussi. Parce qu'au quotidien, trouver des choses à dire sur Facebook, sur Instagram, je vends des probiotiques, hein, c'est pas sexy à mettre en avant. Donc, c'est toujours chouette aussi. J'en ai beaucoup qui sont très contents de déballer leurs produits. Elles vont faire les premières vidéos pour ça. Je peux republier en story et tout ça. Donc, tout ça, c'est toutes des choses assez intéressantes. Et aussi, notamment, par rapport
à ce que j'ai, c'est que nous, on a un peu une problématique dans le milieu dans lequel je suis, c'est que les compléments alimentaires, on ne peut pas dire ce qu'on veut. On est régulé par la FMPS, qui sont jamais nous taper sur les doigts à l'époque, parce que je ne peux pas dire d'une plante qu'elle est anti-inflammatoire, tous les noms de pathologies, je ne peux pas les utiliser et tout. Et je pensais notamment à Benoît par rapport à ses produits sur les probiotiques. Et ça, ce que je trouve sympa, c'est que finalement, ces personnes-là, elles peuvent dire ce qu'elles veulent, parce qu'elles ne sont pas là pour vendre. Donc, parfois, ça peut être intéressant que ces gens-là fassent passer des messages que nous, on ne peut pas écrire, en fait. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose également qu'on peut garder en tête sur le fait qu'on se retire un peu et on dit, bah non, c'est elle qui a utilisé ce terme-là, et eux peuvent finalement dire ce qu'ils veulent, parce qu'il n'y a pas cette idée de vente derrière, comme nous, on pourrait avoir avec un site Internet pur et dur. Donc, voilà, ça, c'est un peu ce que moi, j'ai comme retour par rapport à ça. Après, je me rends compte aussi, c'est que j'ai un produit sur lequel je sais déterminer assez bien mon marché de niche. Ce n'est pas toujours facile, je trouve, quand on fait du B2B ou quoi, de trouver les bonnes personnes touchées à ce moment-là. Donc là, c'est sûr que je pense qu'il y a d'autres choses à faire et qu'il faut se faire aider. Mais voilà, donc je pense qu'il y a moyen de déjà commencer avec pas grand-chose comme budget et de voir. Si ce n'est pas des produits qui vous coûtent des 1000 et des 100, allez-y et testez et voyez ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Je crois que c'est aussi vos clients qui vous donneront un retour par rapport à ça. Maintenant aussi en termes de mesures, alors il y a les likes et tout, mais ce que je pense qui est important, c'est de pouvoir faire quelque chose avec cette information-là. Je me rends compte de plus en plus, c'est que je ne sais pas toujours comment les gens sont arrivés jusque chez nous. Alors, on a un gros bouche à oreille, mais je viens seulement de mettre en place un système sur notre site pour dire, ben voilà, comment est-ce que vous en avez connu, via Instagram, via Facebook, via des articles ou quoi, parce que je crois que ça, c'est intéressant également de pouvoir mesurer sur le long terme, voir à quel point est-ce que les articles, est-ce que ça a été pertinent, quels vont être les retours là derrière, parce qu'on peut avoir un gros boom sur le moment quand il y a eu un post, mais est-ce que les gens vont continuer à aller lire les posts de ce blogueur ou pas? Et tout ça, je pense que c'est également très intéressant de pouvoir mettre un système pour pouvoir mesurer ça, parce que sinon, c'est finalement une source d'information que vous allez perdre par la suite. Donc voilà.